Aujourd'hui, on résout ensemble un problème d'algorithmique du type de ceux qui sont posés en entretien technique des Big Tech, donc Google, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft et compagnie. On va résoudre un problème assez populaire de niveau facile qui nous servira de prétexte pour voir ensemble la méthodologie à suivre pour réussir ces entretiens. L'énoncé original est en anglais et peut être retrouvé sur LeetCode, un site de référence pour s'entraîner à résoudre ce genre de problème. Ces entretiens techniques ont pour objectif de mesurer votre maîtrise des fondamentaux théoriques. Typiquement, votre connaissance des structures de données et des algorithmes classiques. Et c'est aussi l'occasion de prouver que vous pouvez communiquer votre pensée de manière articulée et claire. La méthode à suivre est simple et tient en 6 étapes. Il s'agit de clarifier le problème, ensuite de proposer une solution naïve, c'est-à-dire une solution qui ne sera pas forcément optimale, mais quelque chose qui fonctionne. Ensuite, d'analyser la complexité en temps et en espace de cette solution-là, et de l'optimiser de manière itérative jusqu'à atteindre une solution optimale. Ensuite, il s'agira d'implémenter cette solution, c'est-à-dire écrire le code qui correspond à votre approche, et enfin de le tester sur quelques exemples. L'énoncé en français, traduit par moi-même, est le suivant. Étant donné une liste de nombres et un nombre k, écrire une fonction retournant vrai s'il existe deux nombres quelconques de la liste dont la somme est égale à k. Par exemple, étant donné la liste 10, 15, 3, 7 et k égale à 17, renvoyer vrai puisque 10 plus 7 est égal à 17. Alors, on commence par clarifier le problème. Même si le problème semble facile et la solution évidente, et je dirais même surtout si le problème semble facile, il ne faut jamais, au grand jamais, tenter de le résoudre sans poser quelques questions pour clarifier le problème. Dans le meilleur des cas, c'est très mal vu de se jeter directement sur la solution, et dans les pires des cas, c'est éliminatoire. Il s'agit en bref de montrer que vous réfléchissez avant de coder. On clarifie le problème en 3 étapes. D'abord, il s'agit de reformuler l'énoncé avec vos propres mots, et ça tient vraiment en une phrase. Si j'ai bien compris, il faut trouver s'il existe une paire de nombres dans une liste de nombres dont la somme est exactement égale à un nombre k. Est-ce bien cela? Oui, non. Ensuite, on prend un exemple, ou demander un exemple s'il n'est pas déjà donné. En général, il est déjà donné dans l'énoncé. Et surtout, essayer d'expliquer pourquoi la solution est celle qu'elle est dans l'exemple. En gros, pour valider que vous avez bien compris pourquoi est-ce que la solution donnée est la bonne. Donc là, encore une fois, ça tient en une phrase. Dans cet exemple, c'est parce qu'il existe une paire, donc 10 et 7, qui est égale à k, donc 17, qu'on retourne vrai, juste pour valider que c'est bien ça. Et ensuite, le point le plus important dans la clarification, faut pas le manquer, c'est explorer les cas limites. Ça vous évitera de faire des erreurs triviales, donc des erreurs bêtes. Les problèmes posés ont toujours une part d'ambiguïté et c'est fait exprès. On attend de vous que vous posiez les bonnes questions pour lever cette ambiguïté-là et de ne pas partir en fait sur une mauvaise piste. Dans notre cas, on pourrait se poser la question, puisqu'il s'agit d'une liste de nombres, la liste tient-elle en mémoire? Faudra-t-il considérer le cas d'un tableau très grand, par exemple? On va dire oui, la liste tient en mémoire, faut pas s'inquiéter des problèmes de mémoire. Est-ce que la liste peut être vide? Oui, ça peut arriver. Voilà. Donc ça, par exemple, ce sont des cas limites. Et pour conclure la phase de clarification, il faudrait juste simplement résumer les entrées-sorties de la fonction. Donc par exemple de dire, notre fonction ici prend en entrée un tableau d'entiers et un nombre k et retourne un booléen pour valider que vous utilisez les bons types de données. Maintenant, on propose une solution naïve, c'est-à-dire la première idée que vous avez en tête pour résoudre le problème. Ce n'est pas forcément l'idée la plus brillante, ce n'est pas la solution la plus optimale, mais c'est une solution qui fonctionne. Et ça, c'est déjà quelque chose. Dans notre cas, ma première tentative serait de parcourir le tableau et d'explorer toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire toutes les paires de nombres possibles. Concrètement, ça voudrait dire qu'on utilise deux boucles, on aura deux index i et j donc, et pour chaque valeur du tableau, on va considérer toutes les paires possibles et on va vérifier si la somme des valeurs pointées par i et j est égale à k. Et si c'est le cas, dans ce cas, on retourne vrai. Et si ce n'est pas le cas, alors on aura parcouru, en fait, on aura considéré toutes les combinaisons possibles, toutes les paires possibles, et on sortira des deux boucles. Si on sort de deux boucles, on sait qu'on n'a pas trouvé de paire dont la somme soit égale à k, donc on retournera faux. Donc c'est une solution qui fonctionne, mais qui n'est pas la plus optimale, puisque si on analyse la complexité en temps et en espace de cette solution, ce qui est la troisième étape de notre méthodologie, on se rend compte qu'on a une complexité temporelle de O de n carré. Ce qui n'est pas bon du tout, puisqu'en fait, on explore de manière exhaustive toutes les combinaisons possibles, toutes les paires possibles, et donc on a une complexité qui est assez élevée. Et en espace, c'est constant, c'est en O de 1, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'espace supplémentaire dans notre solution. Et tant qu'on y est, s'il y a besoin de parler de complexité dans une vidéo dédiée, qu'est-ce que c'est? Comment l'estimer? Dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'explorer la question dans une autre vidéo. Enfin, un plaisir peut-être pas, parce que c'est peut-être pas mon sujet favori, mais en tout cas, c'est nécessaire de comprendre ce que c'est et de savoir l'estimer. Donc dites-moi en commentaire si c'est utile. La prochaine étape, c'est d'optimiser la solution naïve pour arriver vers une solution optimale, ou alors d'explorer d'autres pistes entièrement qui seront plus optimales. Et dans ma solution naïve, par exemple, je me rends compte que ma complexité, donc O de n carré, est due au fait que je parcours la liste plusieurs fois. On parcourt le tableau plusieurs fois. Donc ça me fait penser qu'on peut garder en mémoire, en fait, les valeurs qu'on a déjà vues. En fait, c'est très simple. Puisqu'on veut qu'une paire de nombres soit exactement égale à k, tout ce qu'on a besoin de faire, si on connaît l'un de nos nombres, on a juste besoin de chercher son complément. 10, pour faire 17, pour atteindre 17, il faut un 7. Donc, au lieu d'explorer toutes les possibilités, on se dit simplement, on est à l'indice 0, 10, on se dit, est-ce qu'on a déjà vu un 7 dans le tableau pour faire 17?
Si on a vu un 7, alors oui, on sait qu'il y a deux nombres dont la somme est égale à k, donc on retourne au vrai. En fait, c'est cette question-là qu'on se pose à chaque itération. Et comme ça, on explore le tableau qu'une seule fois, et donc on a une complexité temporelle à la fin qui est linéaire, donc O de n. De la même façon, si on sort de la boucle, ce qui veut dire qu'on n'a pas trouvé une paire de nombres dont la somme est égale à k, donc on retourne au faux. Testons cette logique sur l'exemple de l'énoncé. On commence par une mémoire vide, puisqu'on n'a pas encore visité le tableau. Ensuite, on se demande, pour 10, est-ce qu'on a déjà vu un 7? Non. Donc on mémorise 10 pour dire qu'on a vu un 10. Ensuite, la valeur 15, on se demande, est-ce qu'on a vu un 2 dans le passé? Non. On mémorise 15 pour dire qu'on a vu 15. Pareil pour 3, est-ce qu'on a vu un 14? Parce que 17 moins 3, ça fait 14. Non. Donc on mémorise 3. Et enfin, pour la dernière valeur, la logique prend tout son sens, puisque là, on se demande, est-ce qu'on a vu 17 moins 7, c'est-à-dire 10? Est-ce qu'on a vu un 10 par le passé? La réponse est oui, ce qui veut dire qu'on a trouvé une paire de nombres dont la somme est exactement égale à k, k étant égal à 17. Donc on retourne au vrai. Donc là, c'est le moment où vous direz, cette solution me convient parce que sa complexité est satisfaisante. Est-ce que vous voulez que je continue à chercher une autre solution plus optimale ou est-ce qu'on implémente en fait la solution qu'on a là tout de suite? Donc admettons que la solution soit satisfaisante, donc on implémente. Donc sur la partie code, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut continuer à parler, enfin à expliquer en fait son implémentation. Cette fois-ci, pas l'approche générale qu'on va prendre, mais pourquoi est-ce qu'on choisit tel type, telle structure de données et pas une autre, etc., etc. On va implémenter ça en Java. On demande généralement d'implémenter la solution sans aucune fioriture autour, donc juste d'écrire la fonction. Il n'y aura pas besoin de faire de classe et tout. Donc là, public statique, donc une fonction, on a dit qu'on retourne un booléen. Voilà. Donc la fonction, on va l'appeler toSum. Il faut simplement choisir un nom explicite, parce qu'on est noté là-dessus aussi. Les noms qu'on donne aux variables, est-ce que le code est lisible. Ensuite, on a dit qu'on reçoit en entrée un tableau entier, qu'on va simplement appeler array. Et on reçoit aussi une valeur k. Et donc là, dans notre solution, on a dit qu'on allait utiliser notre solution optimale, évidemment, qu'on implémente ici. On a dit qu'on allait utiliser un tableau supplémentaire qui nous servira de mémoire pour stocker les nombres qu'on a déjà vus, pour éviter de parcourir le tableau plusieurs fois. Donc en Java, je vais utiliser une ArrayList pour représenter cette mémoire. Et pourquoi est-ce que j'utilise une ArrayList? C'est parce que c'est un tableau extensible, ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin de gérer nous-mêmes l'extension du tableau, c'est-à-dire d'étendre la taille du tableau à mesure qu'on rajoute des éléments. On va faire un tableau extensible d'entier, qu'on va appeler simplement memory. On va l'instancier, donc new ArrayList, ici. Et on ne va pas oublier d'importer le type Java util ArrayList. On a notre mémoire, et ensuite dans notre solution, on a dit qu'on allait simplement écrire une boucle, donc une boucle classique, une boucle for par exemple. Et dans cette boucle, on va se demander à chaque fois si pour la valeur courante, on a déjà vu la valeur k-i. Et si oui, alors on retourne au vrai, puisqu'on aura trouvé une paire de nombres dont la somme est égale à k. Ce qui veut dire que ici, je vais simplement stocker la valeur courante, juste encore une fois pour la clarté du code. On vérifie si on a déjà vu cette valeur, ce qui veut dire qu'on vérifie dans notre mémoire ici, memory. Est-ce que la mémoire contient la valeur k moins la valeur courante? Ici. Si c'est le cas, alors on retourne au vrai, on a trouvé la paire de nombres. Si ce n'est pas le cas, alors on ajoute à notre mémoire la valeur courante. Et si on sort de cette boucle sans avoir retourné vrai à la ligne 15, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de paire qui satisfasse la contrainte, donc on retourne au faux ici. Les plus intelligents d'entre vous, c'est-à-dire tous, se sont rendus compte que le code qu'on a sous les yeux ne correspond pas tout à fait à la solution optimale et non à l'oral, parce que j'ai choisi la mauvaise structure de données pour représenter la mémoire. J'ai choisi une ArrayList, donc un tableau, ce qui veut dire qu'à la ligne 17, l'appel à la fonction contains a une complexité temporelle linéaire de O de n. Pourquoi? Parce que quand on cherche une valeur x dans un tableau, de taille n par exemple, dont les index vont de 0 à n-1, on parcourt l'entièreté du tableau et à chaque itération, donc à chaque case, on se demande est-ce que la valeur courante est égale à la valeur x qu'on cherche. Et dans le pire des cas, la valeur x qu'on cherche se trouve à la dernière case ou alors n'est pas du tout contenue dans le tableau. Donc dans le pire des cas, on a une complexité temporelle linéaire en O de n. n étant la taille du tableau, c'est-à-dire le nombre de valeurs de notre tableau. Or, on fait appel à cette fonction contains dans une boucle qui elle-même a une complexité temporelle linéaire en O de n, puisque nous itérons sur tous les éléments de notre tableau d'entrée. Ce qui veut dire que notre solution a une complexité temporelle globale de O de n carré, puisque n fois n, ça fait n carré. Pour avoir une complexité temporelle globale linéaire, donc en O de n, comme je l'ai énoncé à l'oral, il faudra faire en sorte que l'appel à cette fonction se fasse en temps constant, donc c'est-à-dire O de 1. Puisque même si on fait appel à cette fonction n fois, à cause de la boucle, n fois 1, ça fait n, donc on aura une complexité linéaire.
Ce qui veut dire qu'au lieu d'utiliser une liste, il faudrait utiliser une meilleure structure de données telle qu'une table de hachage. Et là en particulier, une hash set. En utilisant la classe hash set, on a la garantie que l'appel à la méthode contains se fera en temps constant. C'est une garantie, une complexité temporelle globale, linéaire de O de n. Le fait que je me sois trompé me permet de dire deux choses. La première, c'est que s'il y a besoin de faire une vidéo sur les structures de données et les complexités qui sont associées à leurs opérations, dites-moi. La seconde, c'est que la difficulté de ces entretiens techniques, particulièrement chez les big tech, réside à 3 niveaux. La première, c'est de ne pas prendre en compte les cas limites dans sa solution. La seconde, c'est de savoir analyser la complexité en temps et en espace de sa solution et expliquer pourquoi. Et enfin, choisir les bonnes structures de données pour atteindre la complexité qu'on veut. Vous voyez bien qu'on peut trouver la bonne solution à l'oral et se tromper dans l'implémentation. Donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Donc la dernière étape de la méthode, qui est très facile à oublier, mais il faut vraiment s'en souvenir, c'est de tester son code à haute voix. Vous n'aurez pas le temps d'écrire quoi que ce soit. On va faire un test sur l'exemple de l'énoncé, mais surtout, c'est l'occasion de faire des tests sur les cas limites, liste vide, etc., etc. C'est surtout ça qu'il faut tester, les cas limites. Sur l'exemple de l'énoncé, d'abord ligne 13, ligne 14, on commence par une mémoire vide. On boucle sur les éléments du tableau. La première itération, ligne 16, la valeur courante est 10. Donc on regarde, est-ce que K-10 existe dans notre mémoire, ce qui veut dire, est-ce que 17 moins 10, donc 7, existe dans notre mémoire? Non. Donc on est dans le cas else, on ajoute la valeur courante à la mémoire. Ensuite 15, la même question, 2 n'existe pas, donc on rajoute 15 dans la mémoire. Ensuite 3, est-ce que 14 existe? Non, donc on rajoute 3 dans la mémoire. Ensuite la valeur 7, on est à la fin de la liste. Est-ce que 10 est dans la mémoire? On a ce qu'on a vu en 10, oui, donc ici on retourne au vrai. Admettons qu'il n'y ait pas de valeur 7, on sera encore dans un dernier cas où en fait on ajoutera la valeur courante, la dernière valeur à notre mémoire, et ensuite il n'y aura plus de valeur à considérer, donc on sortira la boucle et on retournera faux pour dire qu'on n'a pas trouvé de paire dont la somme soit égale à k. Et enfin, cas limite, on va juste en tester un, la liste vide. Ici, on reçoit une liste, par exemple, Euray est vide, il n'y a pas de valeur dedans, et k est égal à 17, donc on a une mémoire vide, on commence par ça, et ensuite on ne rentrera pas dans la boucle puisque la longueur du tableau sera égale à 0. Et donc, on sautera directement à la ligne 23 et on retournera faux pour dire que pour une liste vide, il n'y a pas de paire dont la somme soit égale à k, ce qui est logique. Donc, il ne faut vraiment pas oublier, dans la phase de test, de tester surtout les cas limites que vous aurez identifiés dans la phase de clarification. Donc dites-moi en commentaire si la vidéo vous a été utile, si vous voulez qu'on rentre plus en détail sur certains aspects tels que la complexité. Et enfin, si vous avez fait l'expérience de ces entretiens techniques chez Google, Facebook ou Amazon, peu importe, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je pense que ça intéressera beaucoup de gens, moi en premier. Et évidemment, je vous lirai et je vous répondrai. À très vite.